Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va littéralement hacker votre réalité. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui me retourne le cerveau depuis que j'ai lu tes notes, Thomas. On va parler de l'effet Pygmalion. Apparemment, les gens autour de nous détiennent la télécommande de notre destin, c'est ça ? Salut Sarah. Alors oui, c'est un peu provocateur dit comme ça, mais c'est scientifiquement prouvé. On pense souvent que notre intelligence, nos compétences ou notre talent sont des choses innées, figées dans le marbre. Mais la psychologie sociale nous dit le contraire. L'effet Pygmalion, c'est la preuve que l'opinion des autres peut modifier notre quotient intellectuel et nos performances physiques. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Attends, tu es en train de me dire que si je pense que mon collègue est un incompétent, je contribue à le rendre incompétent ? C'est exactement ça. Et l'inverse est vrai. Si tu le vois comme un génie, il a plus de chances de le devenir. Pour comprendre ça, il faut qu'on retourne en 1968. C'est là que tout a commencé avec une expérience absolument fascinante menée par deux chercheurs, Robert Rosenthal et Eleanor Jacobson. Ça se passe dans une école primaire défavorisée aux États-Unis qu'ils ont surnommée la Oak School. J'adore quand tu nous racontes des histoires de labo. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à ces pauvres enfants ? Ils ont commencé par faire passer un test de QI standard à tous les élèves de l'école, de la maternelle au CM2. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que Rosenthal a ensuite convoqué les professeurs. Il leur a donné une liste d'élèves, environ 20% de la classe, en disant « Voilà, le test a révélé que ces enfants sont des épanouisseurs potentiels. Ce sont des surdoués qui s'ignorent, et ils vont faire un bond intellectuel spectaculaire cette année. » D'accord, donc les profs se disent qu'ils ont des petits Einstein dans leur classe. J'imagine qu'ils étaient ravis. Ils étaient surexcités. Mais voici le twist, Sarah. C'était un mensonge total. Le test n'avait rien prédit du tout. Les élèves sur la liste avaient été tirés au sort. C'était du pur hasard. Il y avait des élèves brillants, des élèves moyens et des élèves en difficulté, tous mis dans le même sac des futurs génies. C'est incroyable, c'est de la pure manipulation. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'année ? Les profs se sont rendus compte de la supercherie ? Pas du tout. À la fin de l'année scolaire, ils ont refait passer le test de QI. Et les résultats ont choqué tout le monde scientifique. Les élèves qui avaient été désignés aléatoirement comme des génies avaient effectivement augmenté leur QI de manière significative par rapport aux autres. Certains avaient pris 10, 20, voire 30 points de QI en un an. C'est dingue ! Juste parce que les profs croyaient qu'ils étaient intelligents, ils sont devenus... C'est presque de la magie noire à ce stade. Comment tu expliques ça mécaniquement ? Ils ne leur ont pas injecté du savoir pendant la nuit ? Non, pas de magie, juste de la psychologie comportementale très fine. C'est ce qu'on appelle la boucle de rétroaction. C'est la deuxième partie de notre discussion, le mécanisme. Quand les profs croyaient avoir affaire à un élève brillant, ils changeaient subtilement leur comportement, mais vraiment subtilement. Rosenthal a observé 4 facteurs clés. Vas-y, je prends des notes. Je veux savoir comment on fabrique un génie. Premier facteur, le climat. Les profs étaient plus chaleureux avec ses élèves. Plus de sourires, un ton de voix plus doux, plus de contact visuel. Ils créaient une atmosphère de sécurité psychologique. Deuxième facteur, l'input. Ils leur enseignaient plus de matière et de la matière plus complexe. Parce que, ce sont des génies, ils peuvent comprendre, non ? C'est logique. Si je pense que tu vas comprendre, je vais t'en donner plus. Si je pense que tu es limité, je vais simplifier à l'extrême et je vais l'appauvrir intellectuellement. Exactement. Troisième facteur, l'opportunité de réponse. Les profs les interrogeaient plus souvent. Et surtout, quand l'élève hésitait, le prof ne passait pas tout de suite à quelqu'un d'autre. Il attendait, il reformulait la question. Il lui laissait le temps de trouver la réponse, parce qu'il était persuadé que la réponse était là, quelque part. Ça, c'est hyper puissant. La patience comme preuve de confiance. Et enfin, le quatrième facteur, le feedback. Quand l'élève se trompait, le prof ne disait pas juste non. Il expliquait pourquoi. Il donnait des retours constructifs pour aider l'élève à progresser. Tout ça mis bout à bout, jour après jour, ça crée une croyance chez l'élève. Je suis capable. Le prof croit en moi, donc je peux le faire. Et cette confiance booste la performance. Donc la croyance d'autrui modifie l'action d'autrui, qui modifie la croyance en soi, qui modifie le résultat. C'est une boucle vertueuse. Mais Thomas, j'imagine qu'il y a un revers à la médaille, si ça marche dans un sens. Tu as tout compris. Ça s'appelle l'effet golem. C'est le cousin maléfique de Pygmalion. Si un prof, un manager ou un parent pense qu'une personne est limitée, maladroite ou incompétente, il va inconsciemment mettre en place les conditions de l'échec. Moins de sourire, moins de patience, des tâches moins intéressantes. La personne sans cette défiance perd confiance en elle, performe moins bien et finit par confirmer l'opinion de départ. C'est tragique. Ça explique tellement de choses. Ça explique pourquoi certains employés coulent littéralement sous certains managers toxiques et revivent dès qu'ils changent d'équipe. Ça explique aussi beaucoup le syndrome de l'imposteur, non ? Complètement. Si tu as grandi ou évolué dans un environnement golem où on ne projetait pas de grandes attentes sur toi, tu as intégré que tu n'étais pas à la hauteur. Même si tu réussis plus tard, cette vieille programmation reste. Tu te dis que c'est de la chance, que tu es un imposteur. Alors que si tu avais bénéficié de l'effet Pygmalion, tu trouverais ta réussite normale. Bon, maintenant qu'on a le diagnostic, je veux le remède.
comment on utilise ça? On ne peut pas forcer les gens à nous voir comme des génies. Comment on applique ça dans notre vie pro ou perso pour, comme tu dis, hacker notre environnement? Alors, l'application est double. D'abord pour soi-même. Tu dois auditer ton entourage, c'est crucial. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus et l'effet Pygmalion valide ça à 100%. Si tu es entouré de gens qui te voient petit, qui doutent de tes projets, qui te disent « fais attention, c'est risqué », à chaque fois que tu as une idée, ils sont en train de programmer ton échec. Donc il faut faire le tri. C'est dur, mais nécessaire. S'entourer de cheerleaders, sans croix? Pas forcément des cheerleaders qui disent oui à tout, mais des gens qui voient ton potentiel, parfois même avant toi. C'est le rôle fondamental du mentorat. Un bon mentor, c'est quelqu'un qui projette sur toi une vision de toi-même que tu n'as pas encore. Il te traite comme la personne que tu vas devenir, pas comme celle que tu es aujourd'hui. Si tu veux progresser, cherche quelqu'un qui a des attentes élevées envers toi. Et si on est manager ou parent, on a une responsabilité énorme en fait. C'est une responsabilité éthique, Sarah. Si tu es manager, tu dois savoir que ton regard crée la réalité de ton équipe. Si tu étiquettes un collaborateur comme mou, tu vas le rendre mou. La clé, c'est de parier sur le potentiel. Fais comme si. Traite tes collaborateurs comme s'ils étaient l'élite. Donne-leur des responsabilités. Sois exigeant mais bienveillant. Tu seras bluffé par la métamorphose. J'ai vu des carrières décoller juste parce qu'un nouveau chef est arrivé et a dit « Je ne connais pas votre passé. Pour moi, vous êtes des experts. » C'est hyper inspirant. Ça redonne vraiment du pouvoir. On n'est pas victime de nos gènes, on est des éponges sociales. Mais attention, ça demande une sacrée discipline mentale de ne pas juger trop vite. C'est un effort conscient, oui. Notre cerveau adore catégoriser pour gagner du temps. Lui, il est sympa. Elle est lente. Lui, il est brillant. Il faut lutter contre ça. Il faut suspendre son jugement et choisir délibérément de voir le meilleur. Allez, on arrive à la fin de cet épisode. Thomas, tu nous as préparé un petit défi pour la semaine? J'aime bien quand on passe à l'action. Oui, et c'est un défi que j'adore parce que les résultats sont visibles très vite. Cette semaine, je veux que vous choisissiez une personne dans votre entourage. Ça peut être un collègue un peu effacé, un enfant qui a du mal à l'école, ou même votre partenaire. Quelqu'un sur qui vous avez peut-être un a priori un peu négatif ou neutre. D'accord, je visualise la personne. Et qu'est-ce qu'on fait? Pendant 7 jours, vous allez changer radicalement votre posture envers elle. Vous n'allez rien lui dire, vous allez juste agir. Imaginez que cette personne est secrètement un génie ou une personne incroyablement compétente. Changez votre ton de voix, soyez plus patient, demandez-lui son avis, écoutez vraiment la réponse, souriez-lui avec respect. Faites semblant qu'elle est la personne la plus importante de la pièce. On joue un rôle en fait. On devient le professeur Rosenthal. Voilà, et observez ce qui se passe. Je vous garantis qu'à la fin de la semaine, vous allez voir des étincelles. La personne va se redresser, elle va prendre plus d'initiative, elle va être plus souriante. Vous allez voir la boucle de rétroaction se créer sous vos yeux. Vous allez programmer sa réussite. J'adore. C'est un super pouvoir qu'on a tous et qu'on ignore. Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage. C'est à la fois effrayant et génial. Merci Sarah. N'oubliez pas, traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être, et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. C'est de Goethe, et c'est la meilleure conclusion possible. Sur ces belles paroles, on vous laisse expérimenter l'effet Pygmalion. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, faites attention à votre regard, il est créateur. Salut tout le monde! Salut!